Merci Olivier. Bonjour Hubert. Merci pour ton temps. Alors je vais te proposer quand même, juste par politesse, de te présenter d'abord, et peut-être de présenter un peu ton activité de DSI Carré Connexion au sein de la SNCF. Ok, donc bonjour à tous. Merci Hubert de me donner l'occasion de parler de sujets qui me sont chers. Donc moi je suis un des DSI de la SNCF, je suis DSI de la branche gare de la SNCF. En quelques mots, donc je suis avec mes équipes la personne qui a introduit Salesforce dans l'écosystème SI de l'entreprise, avec la complicité bienveillante de Rachel Picard qui est intervenue ce matin. Je vais le dire tout de suite, je suis pas forcément amoureux des produits que j'achète ou que je développe. Je suis plutôt agnostique de ce côté-là. Par contre, en tant que DSI, je suis assez amoureux de mes clients et des clients de la SNCF qu'on sert tous les jours. Et c'est ce qui me motive. Juste quelques chiffres. Les gares, c'est 3000 gares en France. Donc là, on a tout de suite un enjeu de déploiement qu'il faut gérer en tant que DSI. C'est 2 milliards de passagers, de clients dans nos gares annuellement. Donc là, on a un enjeu de complètement massif de scalabilité. Et j'ai envie de dire, dans ces 2 milliards de clients, je suis l'heureux papa de 3 enfants. Et donc, merci, que j'adore, qui sont aussi des clients qui prennent le train et finalement derrière un enjeu d'individualisation. C'est-à-dire on ne fait pas que du mass transit, on est également là pour individualiser l'expérience, c'est-à-dire répondre pour chaque client à chaque moment, finalement essayer de répondre à ce dont ils ont besoin. Voilà. Alors quand on a préparé cette session, tu m'as dit que y avait 3 thématiques majeures que tu souhaitais partager avec notre auditoire ce soir. Le premier étant l'innovation, que cette nouvelle génération de technologies permet d'insuffler dans les organisations. Le deuxième point, la transformation que cette innovation impose au niveau d'une organisation comme la tienne. Et puis tu l'as dit, à la fin, c'est plutôt tes clients qui t'intéressent que la technologie par elle-même. Et donc, l'important, c'est les cas d'usage et les projets que tu développes au bénéfice de tes collaborateurs et des clients en gare. Alors, si tu le veux bien, on va commencer par le sujet innovation. Je sais que c'est un sujet qui t'est extrêmement cher. Et donc, je te laisse expliquer à l'auditoire pourquoi. Alors, bien évidemment, le sujet de la DSI, c'est de délivrer des projets qui apportent de la valeur pour nos clients. Donc, on n'est pas dans, là, je ne vais pas vous parler d'innovation comme de preuves de concept techniques, mais comme des preuves de valeur. La question en amont de tout ça reste quand même d'où viennent les bonnes idées. Alors, on peut tous avoir des bonnes idées, on en voit tous apparaître et on se dit généralement, mais pourquoi on ne l'a pas eu avant? Et en fait, quels sont les processus qui conduisent au fait d'avoir des bonnes idées, des idées qui sont adaptées à nos clients, des idées que l'on va tester puis déployer. Alors, très rapidement, on va dire comment ça fonctionne chez nous. Alors, comment ça fonctionne chez nous, c'est quelque chose qu'on a bâti, qu'on fait évoluer. Et s'il y a des gens qui souhaitent en parler après, ce sera un enrichissement pour tout le monde. Moi, j'en suis ravi. Le premier thème, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est l'idée des rencontres improbables et finalement être ouvert pour eux. Alors sur l'extérieur de nos métiers, l'extérieur de notre entreprise, et tout ce qui permet de faciliter des rencontres, finalement, peut apporter des idées intéressantes. Deuxième sujet, c'est la rupture. Alors là, il y a une phrase que j'aime bien d'Henry Ford, avec la Ford T, c'est « si j'avais écouté mes clients, j'aurais inventé un cheval plus rapide ». Bah ouais, il a juste révolutionné toute l'industrie. Et l'idée derrière ça, c'est peut-être de se dire que la DSI, alors on est certes des plombiers qui raccordons des tuyaux, etc. On nous confie des projets de lignes métiers que l'on ne connaît pas forcément. En tout cas, à chaque fois, on apprend des choses. C'est aussi la capacité que l'on a, nous, acteurs SI, finalement, de poser toutes les questions bêtes et d'apporter des idées en rupture. Allons-y, sortons de la dépendance du sentier, essayons, testons, challengeons ces idées-là. Troisième point, la frugalité. Le fait de se contraindre en temps et en coût, alors je vous laisse imaginer la SNCF, c'est très vaste, c'est très vieux, c'est très ancien, très stratifié. Un des moyens d'adresser cette complexité, c'est de se dire, ok, dans 3 mois on est en prod. Dans 3 mois on est en prod. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les matins, et sans se mettre la rate au courbouillon, enfin pas plus que sur les projets que l'on mène d'habitude, mais on va peut-être pas passer 6 mois à faire des études. C'est ok, tous les matins, on fait du 80-20, on se concentre sur finalement ce qui va apporter de la valeur, ce qui est atteignable et ce qui nous semble faire du sens ce jour-là. Et en se disant, il y a un truc qui est sûr, c'est que dans 3 mois, on est en prod. Et on est en prod
Enfin, vous avez compris, moi je ne suis pas forcément un DSI dont le métier est d'acheter des serveurs et de les boulonner dans des racks. Là, voilà, on est en prod, c'est-à-dire qu'on est au contact de nos clients ou de nos agents. Et on voit ce que ça donne. Sur ce qui sera un produit minimum viable. Ça ne sera certainement pas plus. Le droit à l'échec, alors, dans nos organisations, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, particulièrement en France, mais on se dit qu'il faut qu'on y arrive. Trompons-nous. Là, il y a un PDA Apple que tout le monde a oublié qui s'appelle le Newton. Ok, ça n'a peut-être pas été un grand succès commercial. En même temps, c'est peut-être ce qui a permis de sortir l'iPad. On apprend des choses en se trompant. Sachons le reconnaître, sachons nous applaudir collectivement, on le fait, quand on se plante, c'est quand on arrête un projet. Et finalement, si j'arrête un projet avant 3 mois, j'ai pas perdu grand-chose et j'en ai appris beaucoup. Voilà. Donc osons-le et valorisons y compris le droit à l'échec. Alors ça, pour les RH et les managers, c'est un vrai sujet. Voilà. L'expérimentation, la mesure, la valeur, aller rapidement en production, ça permet de nous confronter à la réalité du terrain. L'appétence, l'adoption, éventuellement, voilà, on peut définir tous les KPI qu'on veut, ça, on les trouve, on se les définit au début, on les mesure, et ça nous donne des retours qui ont extrêmement de valeur, évidemment pour savoir si on continue ou on arrête. Le digital permet ça, on mesure tout. Et puis on voit ce que ça donne. Donc là, c'est plutôt intéressant. Enfin, la communication, et qui dans l'innovation est quelque chose qui, moi, me semble fondamental. Là, j'aime bien cette photo. J'ai cru comprendre que c'était un drone Parrot avec un autocollant de la Poste et le quotidien aujourd'hui en France. Et j'ai cru entendre que Parrot n'avait jamais livré de journaux comme ça. Ils ont juste fait une photo. Ils l'ont publié, ça a été un peu viral. Et ça a été une extraordinaire image pour eux qui leur a permis de booster, de lancer un certain nombre d'offres autour des drones. On en a un peu parlé en France. Vous avez tous en tête l'image d'Amazon qui n'a jamais fait non plus aucune livraison par drone, mais qui est juste en train de faire évoluer la législation américaine et qui a permis, finalement, et ça leur a permis également d'envoyer quelques centaines de millions de dollars de R&D sur ce sujet-là. Donc la communication est importante, c'est-à-dire que l'innovation doit donner envie, doit marquer les esprits, et quelque part c'est aussi un motif de fierté pour les équipes internes. Ne nous en privons pas. Alors, la deuxième thématique dont on a beaucoup parlé, et je pense qu'il va intéresser extrêmement l'ensemble des personnes présentes ici, c'est donc cette innovation qui est maintenant permise par l'évolution des technologies, une innovation plus rapide et sur des cycles plus courts. Quel impact pour des organisations DSI historiquement traditionnelles? Donc, quel impact d'un point de vue organisation, quel impact d'un point de vue gestion de projet? Historiquement traditionnel. Ouais, on est à la SNCF. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'innovation, une fois qu'on s'est dit tout ça, on va le processer, on va poser une gouvernance qui sera partagée dans l'entreprise. Dans l'entreprise, donc qui sort de la DSI. On ne va pas commenter cette gouvernance, c'est la nôtre, c'est celle qu'on a posée, qu'on fait encore évoluer, qui commence par une phase d'empathie, de créer de l'empathie, une phase d'idéation assez classiquement où on précise les enjeux, la valeur, les domaines, etc. Le choix de partenaires si nécessaire. Et une fois qu'on s'est donné le go, c'est là qu'on arrive où on se dit dans 3 mois on est en production. Pour arriver sur de l'expérimentation et de la mesure de la valeur. Voilà. Donc une gouvernance qu'on a, on va dire, librement inspirée du design thinking, de la user experience, de l'agilité bien sûr, et qui est adaptée à l'identité qu'on a définie, à notre identité. Voilà. Donc ça c'est assez fondamental, on reste quand même des acteurs SI, on processe les choses pour être reproductibles comme on va l'être sur nos projets. Alors comme on va l'être sur nos projets, de fait on s'est aperçu, et ça a été un mouvement progressif, que l'innovation que je viens de décrire là, sur les valeurs que je viens de décrire là, a désormais intégré le cycle projet. Alors évidemment, on a cassé le cycle en V, on a tous biberonné au cycle en V, commissariat au plan 1970, et c'est comme ça qu'on fait les projets informatiques en France. Ok, on l'a tous fait. Donc ça, ça a volé en éclats. Alors avec le digital, avec la pression, des délais, des opportunités qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Là, on a juste représenté 5 projets qui sont complètement internes, mais on est entre nous, donc voilà. 5 projets assez fondamentaux dans notre schéma directeur SI. Continue à faire des schémas directeurs. Et les bulles bleues, en fait, correspondent au nombre d'innovations qu'on a lancées ces 10 derniers mois pour alimenter ces projets. Et pour se dire, mais comment on les prend? Dont des sujets de référentiel, des sujets de service, des sujets de CRM, des sujets d'information voyageurs et des sujets de big data. Et tout ceci, voilà, est drivé, guidé, inspiré par des innovations et qui sont vraiment conçues comme des preuves de valeur,
plus que comme des prototypes techniques. Le sujet n'est pas là, et quand je dis ça, c'est donc que ce n'est pas l'ADSI qui les fait tout seul, mais l'ADSI, les métiers et les utilisateurs des solutions, clients ou agents, c'est-à-dire qu'on a redéfini, y compris la gouvernance projet et la manière dont on porte nos projets en interne. Donc en synthèse, compréhension des usages, compréhension des enjeux business, révolution des pratiques de gestion de programme et culture de l'innovation, c'est la synthèse de la DSI dans la transformation digitale. Est-ce que c'est la synthèse? En tout cas, c'est l'apport que la DSI a aujourd'hui pour accompagner cette transformation digitale, effectivement. Moi, je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc maintenant, on va passer à la partie qui, je suis sûr, vous fait trépigner. C'est que maintenant qu'on a évoqué les possibilités d'innovation, maintenant qu'on a évoqué les impacts sur la manière de gérer l'innovation et de la transformer en vrai projet, parlons des projets. Donc tu nous fais le plaisir ce soir de partager 3 projets différents qui ont été donc implémentés récemment. Qui sont en cours d'implémentation en fait. Et que je vais te laisser décrire pour que les gens comprennent ce qu'on peut faire avec notre technologie. Alors, un premier sujet qui s'appelle eProgar. Alors, on oublie le nom du projet, il y aura peut-être même un autre terme quand il faudra le vendre en interne. C'est le sujet du pilotage des contrats de propreté en gare. Alors, pilotage des contrats de propreté en gare, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Nos gares sont toujours très propres et donnent toujours très envie, mais on se dit qu'on a peut-être matière à progresser, à ce que ça nous coûte un peu moins cher. Et on avait un processus qui était déjà outillé, alors par une application qui maintenant fait partie du patrimonial, hein, mais c'est quand même du Java J2E, enfin, un temps c'était des antiques, quoi. Voilà. Mais en fait, sur le terrain, ça se passait en mode papier-crayon, ressaisie d'informations, saisie dans une base, etc. Et l'idée est de rédiger, de faire des visites de gare avec les sociétés en charge du nettoyage et de rédiger des rapports contradictoires en fonction de ce que l'on constate. Voilà. Un outil qu'on avait du mal à faire évoluer, donc qui n'était guère plus utilisé, qui a été remplacé donc par eProgar. Là, on est sur mobile. Bon, on va dire c'est ergonomique. Il faut que ce soit un super design, mais c'est très ergonomique. En tout cas, ça fait le job. Ça a été construit avec les agents du terrain. Ça a été construit et déployé sur les sites pilotes en 3 mois. La possibilité de signer ces rapports contradictoires avec le doigt sur le téléphone, des choses qui nous ont été demandées par les agents, qu'on a intégrées tout de suite avec un petit bitonio qu'on allait chercher sur l'AppExchange. Et finalement, un plutôt bon succès. Deuxième exemple, la gestion des objets trouvés. Alors la gestion des objets trouvés, c'est un processus métier qui était assez ancien, assez poussiéreux, et le processus décrivait la gestion du cycle de vie de l'objet. On s'est dit, ok, on prend différent, et on va mettre le client au centre, on va gérer le cycle de vie du client. Pas bête. Le client qui a perdu son objet, selon le client, selon l'objet, c'est pas la même chose. Le doudou perdu par un enfant ou les papiers d'identité de touristes étrangers. Donc on est rentré là-dedans, une très forte orientation client. Là, on doit délivrer des releases tous les 3 ou 4 mois. C'est le premier projet, alors, ça fait quelque temps que je suis dans la fonction SI, c'est le premier projet sur lequel les métiers m'ont dit Olivier, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a 0 bug en recette. Ça, je dis, vous avez testé? Donc, on a bien eu 0 bug en recette, réellement, sur plusieurs releases. Juste, est-ce que tu pourrais ralentir parce qu'on n'arrive pas à suivre le déploiement sur le terrain? Voilà, donc je laisse apprécier. Donc là, on s'est dit, trop long, trop cher, je savais faire. Écoutez, ça, je vais essayer aussi. C'est du service, ça fait plaisir. Voilà. Donc un outil qui est finalement très intéressant, je peux passer au slide suivant, qui est utilisé. Aujourd'hui, on a en base 150 000 objets qui ont été trouvés, 200 000 déclarations de perte. Alors on a facilité tout ça, on l'a ouvert sur le web, etc., des ouvertures sur les réseaux sociaux. 200 000 déclarations de perte, 2 milliards de passagers dans les gares. Problème. Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est un vrai succès pour le SI, ce projet. Par contre, d'un point de vue métier, là, ils m'ont dit « Super Olivier, mais comment on communique là-dessus? Comment on communique vers les 0,1% de gens qui ont déclaré avoir perdu un objet ?» 200 000, 2 milliards. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait finalement inverser, et on l'a pris par l'innovation, avec toute la méthode qui a pu être décrite, et de se dire « Mais comment est-ce qu'on s'adresse à 100% de nos passagers ?» L'idée toute bête, c'est de se dire on va les aider à ne pas perdre leurs objets. Et donc ça, c'est le projet Etiquette qui a été développé en quelques mois, quelques dizaines de cas, je ne sais même plus, pour pouvoir adresser nos 2 milliards de clients en leur disant imprimez des étiquettes. C'est comme les étiquettes qu'on vous demande de coller sur le bagage. Juste ce qu'on vous dit, c'est on met un QR code, vous inscrivez en ligne, vous êtes déjà dans la base CRM objet trouvé, et si on trouve votre objet, on pourra vous contacter directement. Ce faisant,
Ça nous permet également, et là c'est l'effet bonus, d'impliquer 100% de nos agents en contact avec la clientèle. C'est-à-dire que 100% de nos agents sont en capacité, s'ils voient un objet, de flasher le QR code avec l'application ad hoc qui va bien, un besoin, une app, et de pouvoir contacter le client. Je crois qu'on le montre juste après. Voilà. Donc un sujet d'empowerment quelque part. Donc une application mobile, le célèbre e-ticket scanner, qui ne tourne que sous Android aujourd'hui, mais ça va venir. Voilà, je trouve un bagage. Il y a une étiquette avec ce QR code, voilà, je scanne le QR code, ça m'affiche donc Baranger Christophe, je ne sais pas si c'est dans la salle. C'est un nom qui m'est familier, je crois. T'es familier. Je crois qu'il s'occupe du compte SNCF, je suis dans un éditeur américain. Voilà, et là je peux contacter directement monsieur Christophe Baranger pour lui dire, bah, écoutez, je crois que vous avez oublié votre valise. C'est bête comme chou. C'est bête comme chou, sauf que on l'a vu, alors il y a d'autres personnes qui nous ont appelés en nous disant c'est la sûreté générale, en fait c'est la police ferroviaire qui nous dit mais écoutez c'est extraordinaire votre truc, il faut le déployer d'urgence avant les grands départs. Donc déployer d'urgence avant les grands départs. C'est des gens qui s'occupent de mettre en œuvre entre autres Vigipirate, et quand il y a un bagage abandonné, au bout de quelques minutes, périmètre de sécurité, des mineurs, on arrête tous les trains, on évacue la gare, on fait exploser le bagage, et après ça reprend. Et ils nous disent avec un truc comme ça, si on peut s'éviter d'évacuer des gares ou de mettre des périmètres de sécurité, la régularité au départ, évidemment, s'améliore beaucoup. Et nos clients, alors là, c'est des centaines de milliers de clients qui ne sont pas pénalisés par ce type d'oubli. Voilà. Alors tu vois, on a un outil fantastique qui est le chronomètre. Passe son temps à défiler depuis tout à l'heure, c'est le chronomètre. Je me tais à jamais. Non, tu te tais pas parce que, par contre, il est temps de passer à la conclusion. Donc, tu as abordé... je pense des sujets qui mériteraient qu'on passe au moins 2 heures ensemble pour les développer. En tout cas, moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Mais on se doit de conclure pour laisser la place à des gens qui diront aussi des choses extrêmement passionnantes derrière nous. Donc, je vais te laisser le dernier mot, puisque c'est toi qui es à l'honneur ce soir. Et je te propose un dernier mot. Bon, finalement, c'est ce qui est écrit. Hein, c'est innover, accompagner la transformation digitale, c'est avant tout un sujet de posture, c'est un sujet de transformation interne, de transformation alors des postures de la DSI, mais des métiers, des utilisateurs, des relations différentes. Travailler cette identité, travaillez-la, construisez-la, c'est payant, ça marche, et y compris au sein de la DSI, il y a des gens qui sont moins enclins au changement que d'autres. C'est pareil chez les métiers, c'est pareil chez les utilisateurs. On a juste 20, 30, 40% de nos collègues qu'on peut tout à fait mettre à bord. Libérons les énergies, on y arrive. Mettre en place une gouvernance, c'est se donner les moyens d'innover. Écosystème, animation, réseau social d'entreprise, je trouve assez fondamental pour écraser la hiérarchie, permettre ces rencontres improbables, des budgets, des plans de charge. Et enfin, et je m'adresse, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes de mes équipes qui sont présentes, soyez fiers de vos idées, de vos réalisations, communiquons. Un des endroits où on peut arriver avec la transformation digitale, c'est une relation renouvelée entre la DSI, les métiers, les utilisateurs. On n'est plus dans une relation je décide, tu exécutes, entre les métiers et les SI. On est dans des relations complètement différentes, beaucoup plus agiles. Et dorénavant, on a les capacités technologiques. Encore une fois, je suis très agnostique et je suis client Salesforce, mais on a les capacités technologiques que de faire sauter énormément de verrous qui, on va dire, induisaient une grosse frustration chez nos partenaires métiers ou nos agents, nos clients. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Je vous propose quelques applaudissements pour la qualité de l'intervention. Un grand merci à toi. Avec plaisir. Alors je vais te garder à côté de moi parce que j'ai quelques annonces à faire avant de vous libérer. Donc surtout, il faut que vous donniez votre avis sur les bornes d'enregistrement ou en ligne pour recevoir un joli cadeau de Salesforce. Ça nous aide à progresser, à être toujours meilleur pour les sessions qui viennent. Il y a un petit cocktail de networking qui va se tenir maintenant. Donc je vais devoir vous libérer pour que vous puissiez en profiter. Et puis surtout, n'oubliez pas Dreamforce qui nous permettrait d'étendre la conversation. Est-ce que tu peux juste dire 2 mots sur Dreamforce ? C'est-à-dire, je crois que tu as prévu d'y aller. Quel conseil et pourquoi y aller ? Allez, Dreamforce, donc l'événement annuel de Salesforce à San Francisco, c'est plus de 140 000 personnes. Pour y avoir été 2 fois, je ne sais pas encore si j'y retourne, mais on verra. Allez, pour y avoir été 2 fois, une énergie phénoménale, première chose. Deuxième chose, un écosystème, c'est le creuset c'est la Silicon Valley, donc c'est le creuset d'énormément d'idées, etc. Et donc, on fait énormément de rencontres inspirantes. Le conseil pour y aller, on se retrouve facilement perdu
dans cette débauche, cette profusion d'énergie, d'idées, etc. Partez en vous étant posé les questions de finalement quels sont les cailloux que j'ai dans ma chaussure, ou quels sont les cailloux que mes patrons, mes directeurs métiers, je m'adresse au DSI, ont dans leurs chaussures, en se disant voilà, j'ai peut-être 10 cailloux, je vais aller chercher des réponses, peut-être qu'on en trouvera sur 3, sur 4, sur 5, c'est magique, et voilà, y aller en étant assez clair sur ses objectifs et les objectifs de son entreprise, bien évidemment, de son champ d'activité. Merci infiniment. Très belle expérience, néanmoins. Merci infiniment, Olivier. Merci Excellente bien. soirée. Je vous invite à rejoindre le cocktail. À bientôt.